Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Pour en revenir aux chevaux, comment tu en es venu au Mustang? Parce que ça a été une très très grande aventure. Ouais. Et justement, tu vois, là, on parle d'éthique, on parle de bienveillance, tout ça. Et tu vois, quand tu entends la première fois parler de Mustang Makeover, on fait venir des Mustangs des États-Unis parce qu'on connaît le problème, il y a beaucoup trop de Mustangs et ils n'ont pas des vies faciles là-bas. Non. Donc, il faut régler le problème et le Mustang Makeover est là pour essayer d'éclairer, enfin en tout cas mettre une lumière sur cela, mais en faisant une compétition entre entraîneurs. Oui. Et vous recevez un Mustang que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, qui a été un minimum manipulé puisqu'ils ont quand même pris l'avion pour venir jusqu'ici. Oui. Et puis ensuite, tu as un certain temps pour avancer au plus avec ce cheval-là. Et il y en a plein d'autres, des compétitions qui existent comme ça, où ce n'est pas toujours très très beau ce qu'on voit. Non. Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es allé sur le Mustang Makeover? Alors, c'est vraiment... Alors là, il y a beaucoup à dire. On va faire 15 podcasts. Alors, si tu veux, il y a une problématique Mustang aux États-Unis. Donc déjà, je passe beaucoup de temps à expliquer ça aux gens, parce qu'on se fait encore tacler sur ça, mais avec des idées totalement erronées. Alors, ce que je veux d'abord dire avant de parler du reste, on ne capture pas les Mustangs pour s'amuser entre entraîneurs. Les Mustangs, quoi qu'on fasse, sont prélevés, et c'est un joli mot, prélevés de la nature. On les sort, on les chasse, on les pousse dans des entonnoirs avec des 4x4, des hélicoptères et des quads, des grands couloirs qui se rétrécissent pour qu'ils finissent dans des grands round-pain. D'accord ? Et on les extrait du milieu naturel, tout simplement parce qu'il y a une surpopulation, puisque ces animaux-là ne sont pas chassés. Il est défendu de les abattre, et c'est très bien, d'accord ? Sauf qu'entre-temps, ils se reproduisent et qu'ils ont une emprise sur l'environnement qui est de plus en plus grande. Donc, plus une espèce va se développer, plus ça va détériorer les ressources. Donc, ça, c'est vrai. Ensuite, il y a aussi la pression, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas quand même les chevaux qui détruisent les ressources d'un pays, des États grands comme les États-Unis. D'accord ? Il y a surtout derrière une guerre qui date depuis le Far West, où il y a des éleveurs bovins qui disent ils mangent mon herbe. Ils mangent l'herbe des vaches. Donc vos chevaux à touristes, là, ça serait bien qu'ils dégagent, parce que nous, on a besoin de faire nourrir nos vaches pour nourrir les humains qui sont de plus en plus nombreux. Donc toujours de plus en plus de vaches pour nourrir de plus en plus d'humains. Donc là, on peut partir sur un autre discours encore, tu vois, ça ouvre une autre porte. Bon, le problème, c'est que ces pauvres chevaux, dans tous les cas, ils sont prélevés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle, tous les Mustang Makeover, en fait, il faut les voir un petit peu comme d'aller chercher un chien ou un chat au chenil. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un cheval dans un élevage, tu vas le sortir d'une station d'accueil, dans lesquelles ils peuvent rester des années jusqu'à la mort. Et dans tous les cas, quoi qu'on fasse, ils seront prélevés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les États-Unis ont réinjecté 12 millions de dollars pour limiter un peu ça, parce que ça leur coûte très cher quand même de prélever ces chevaux. Donc ils sont partis sur des campagnes de stérilisation, pas définitive, c'est-à-dire de la stérilisation chimique sur les juments qui va stériliser pendant 3 ou 4 ans, histoire de laisser, d'avoir moins de naissances, de laisser le temps de tuer les anciens chevaux, les vieux chevaux et les blessés, de manière à essayer de réguler la population, parce que on ne peut pas castrer ces chevaux, sinon c'est plus des chevaux sauvages. L'hongre n'existe pas dans la nature. Donc, dire on les castre, ils vont perdre des tas de comportements naturels. Donc, on pourra parler de ce qui différencie le Mustang du cheval domestique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on ne peut pas castrer les chevaux. Ça ne serait plus des chevaux naturels, ça serait plus des chevaux sauvages. L'hongre n'existe pas dans la nature. On peut dire ce qu'on veut, ça n'existe pas. Donc là, tu penses qu'un hongre aurait des difficultés pour survivre dans la nature? Est-ce que ça lui enlèverait des comportements qui sont nécessaires? Je pense qu'il vivrait mieux. Parce qu'il faut savoir que, contrairement aux idées vendues par certaines personnes il y a encore quelques temps,
le cheval sauvage ne vit pas jusqu'à 20 ans ou 25 ans, parce que tu sais, on te disait, oui, le cheval de centre équestre vit 5 ans et le cheval sauvage, il vit 20 ans. Non, c'est pas vrai. Toutes les études, que ce soit sur le cheval de Namibie, sur le Brumbies australien, sur le Mustang, un milieu naturel, sauvage, c'est 8 à 9 ans pour le mâle et une dizaine d'années maximum pour la jument. Donc ça se tient et les mâles meurent plus vite que les juments. Parce qu'ils se fritent tout le temps. Et la compétition une blessure et c'est fini. Voilà, la compétition est féroce pour les ressources alimentaires et ressources sexuelles. Donc la vie sauvage, ça ne veut pas dire bien-être. Donc Hélène Roche a fait une conférence sur ça, sur les idées reçues sur le bien-être et la vie sauvage. Il ne faut pas croire que la vie sauvage, c'est le bien-être. Moi, je te dis que mes 2 Mustangs, là, ils sont bien plus heureux ici. Ah ouais. Non, mais c'est clair. Il y a un compte Instagram, je vais le voir de temps en temps, qui s'appelle Nature is Metal. En fait, c'est juste qu'on a cette conception, peut-être avec les Disney et tout, et avec le fait qu'on est complètement coupé de tout ce que c'est la nature. Complètement coupé. Mais la nature, c'est horrible, en fait, tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'empathie. Hein. Enfin, c'est 99,9% des situations, c'est absolument horrible. C'est des bébés qui meurent, les vieux, les blessés, les jeunes qui meurent. Et horribles. Et ça, on l'oublie, en fait. Oui. Mais on ne te le montre pas non plus. On ne te le montre pas, et on va pas... Tu sais, dès qu'il y a un truc un peu exceptionnel, une situation, j'en sais rien, une espèce qui a adopté le bébé d'une autre espèce, tu vois, un truc trop mignon, trop empathique, oh mon Dieu, les animaux sont bien meilleurs que les humains. Mais en fait, non, pas du tout, ça c'est juste une anomalie. C'est une anomalie. Dans la nature, ça n'existe pas, c'est horrible, c'est dur, c'est la vie est la nature, l'environnement est là pour mettre des pressions fortes pour que, par le comportement sélectionné, on va s'adapter de manière à être de plus en plus fort. C'est comme ça que fonctionne le monde depuis la nuit des temps. Et ça ne changera pas parce qu'on est programmé comme ça. Et la vie naturelle des chevaux sauvages, elle est très, très dure. Vraiment très, très dure. Donc, il faut vraiment... Donc, on ne va pas capturer les chevaux pour s'amuser. Ce n'est pas de l'ego d'entraîneur ou de cow-boy. Ce n'est pas du tout cette philosophie-là. Dans tous les cas, les chevaux sont capturés. On vient les sortir pour leur offrir une meilleure vie. D'accord ? Après, il y a des choses à changer. Pourquoi ? Alors... Avant de rester sur mes Mustang Color, moi, quand j'étais plus jeune, ce qui me faisait kiffer, c'était le Road to the Horse. Ok. Compétition en 2 ou 3 jours. À l'époque, c'était 3 jours ou 2 jours. Maintenant, c'était 3 jours, je ne sais plus. Il fallait débourrer les chevaux d'un temps encore. Ça se fait encore. Maintenant, c'est un truc juste abject. C'est-à-dire faire abject. Peut-être pareil jusqu'à abject, mais on fait de l'immersion, en fait. Mais oui, voilà, c'est ça. Très, très dur. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus le temps de... Enfin, on est quand même dans l'horsemanship. Il y a quand même une dissonance... Là aussi, c'est qu'on va t'expliquer qu'il faut prendre le temps, respecter le temps du cheval et toutes ces choses-là. Et puis, on va te faire une démo de chargement d'un cheval en 3 quarts d'heure dans un salon, dans un festival du cheval avec la pression du monde, de la sono et tout ça. Et on va t'expliquer. Donc, en façon, on va vendre une méthode dont tu dis prendre le temps en se disant, moi, en 3 quarts d'heure, je te monte ton cheval dans le van. Tout à fait. Il y a une dissonance complètement aberrante là-dedans. Et le Road to the Horse, il fait partie de ça, parce qu'en fait, ces compétitions-là, comme Road to the Horse, en fait, tu fais ce qu'il faut pour gagner et tu fais pas ce qu'il faut pour le cheval. D'accord ? Donc, tous les grands entraîneurs l'ont fait. Paris, le premier, il l'a fait encore il y a 2 ou 3 ans. Tous les grands entraîneurs de ce métier-là l'ont fait. C'est très formateur. Il faut quand même être capable de le faire. On peut critiquer. Oui. En termes techniques, il faut quand même y aller sur le Mustang. Il faut quand même y aller sur le Mustang sauvage. Il ne faut pas trop se poser de questions. À un moment donné, les mecs, ils font le travail. Là où on peut se poser la question, c'est qu'aujourd'hui, qui a besoin de débourrer un cheval en 3 jours ? On n'a plus besoin de convoyer 50 000 têtes de bétail sur un cheval capturé la veille pour traverser le Texas. Ça se fait, on n'a plus cette contrainte-là. Donc, pourquoi on continue à faire ça ? Bref, donc voilà. Plus tard, en vieillissant, le Road to the Horse, je me suis dit non, en fait, ça c'est un truc de cow-boy, moi ça m'intéresse plus du tout. Et je dis cow-boy, c'est attention, je veux pas être péjoratif. C'est, je veux dire, on est vraiment dans un truc presque folklorique. Voilà. Donc et moi ça m'intéresse pas. Et puis un jour, je vois, en Allemagne, il y a des Mustangs. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour là-bas ? Donc c'était en 2019. J'arrive à Aix-la-Chapelle, au CHIO, donc au Centre Olympique International. Un truc gigantesque. Tu dis waouh, c'est grand. Et j'assiste à une compétition que je regarde de l'extérieur. Et je trouve que tous les gens, ils sont super gentils avec les chevaux. Il y a des caresses, il y a du respect. Je vois cette compétition en me disant, mais waouh, j'ai jamais vu un truc aussi cool. Et après, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, attends, moi je sais que maintenant ça existe. La décision, elle n'a pas été neutre, mais elle était prise d'office. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, enseigne ce que tu incarnes et incarne ce que tu enseignes. Moi, à partir du moment où j'ai su que cette compétition existait, je ne pouvais pas ne pas la faire. C'est comme se préparer à quelque chose sans jamais s'éprouver. Je me suis dit, maintenant que je sais qu'il y a cette compétition, je ne peux pas ne pas tenter.
Sinon, ça veut dire que je n'ai pas confiance en moi, ça veut dire que je ne veux pas me confronter aux autres, ça veut dire que je veux dire que je ne suis pas net dans ma tête. Ok. Donc, si je suis net dans ma tête, ce que j'espère, à partir du moment où je sais qu'il y a ça, je ne peux pas ne pas. Aujourd'hui, il y a des compétitions de CSO tous les dimanches. Ouais. Donc, tu peux savoir si tu es bon en CSO, tu peux savoir si tu es bon en dressage, tu peux savoir si tu es bon en endurance. Moi, j'ai fait des tas d'endurance. Tu sais. Est-ce que tu sais communiquer avec un cheval? Est-ce que tu sais débouer un cheval? Il n'y a pas de compétition en France sur ça. C'est vrai. Donc, à partir du moment où je dis c'est mon corps de métier, si j'y vais pas, entre guillemets, je suis un dégonflé. Ou je vends du vent. Je ne peux pas me regarder dans une glace. Parce que je ne peux pas vendre des principes et des trucs à des gens si je ne suis pas capable de savoir ce que je vaux. Alors, c'est ma philosophie que je m'applique à moi. Ça ne veut pas dire que je l'exige de la part des autres. Mais moi, par rapport à ce que je me dis, à la façon dont moi je suis réglé dans ma tête, je me dis, il y a ça, c'est éthique. Je suis obligé d'y aller. Mais c'est là où je pense que, comme tu dis, c'est éthique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est quand même une compétition. Donc, alors, la compétition, on va y revenir. Parce que ça, moi, ça fait à chaque fois, depuis que je suis là-dedans, je suis contre la compétition. J'ai toujours dit, pourquoi il y a une notation? On s'en fout, en fait. Pourquoi il y a un premier et un dernier? On s'en fout. Bon, ça, ils n'arrivent pas à l'enlever. Parce que c'est vrai que, techniquement, les gens, ils viennent quand même pour voir des trucs. Ouais. Mais quand je dis que c'est éthique... C'est le côté entertainment que... Voilà. Quand je dis que c'est éthique, c'est quand même qu'on a des box de taille différentes en fonction des chevaux. Ça, je n'avais pas su ça en France. Si tu ne peux pas mettre la nourriture en hauteur, les vétérinaires viennent. C'est-à-dire que le cheval mange par terre. Les filets à foin et tout ça, un cheval, il ne mange pas en hauteur. Un cheval, il mange par terre. D'accord. Donc, il y a plein de choses comme ça. Tu n'as droit qu'au licol ou au filet brisé. Il faut au mort de filet, double ou simple brisure. Techniquement, tu n'as pas de droit aux éperons, même s'il y en a quand même certains qui les utilisent, mais il faut dire ce qui est. Ils ne sont pas dessus. Donc, voilà. C'est très propre. Et au lieu d'avoir 3 jours, on a minimum 3 mois. Ça fait 90 jours. Et pour chaman, j'ai eu 120 jours. Ça dépend des années en fonction des avions, comment ils peuvent. Voilà. Tu passes d'une compétition de 3 jours à quelque chose qui dit putain, ça a 3 mois ou 4 mois pour préparer un cheval. Moi, je me dis, mon programme de débourrage, moi, il dure 2 mois quand je prends des chevaux au travail. Moi, je fais sur 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Je dis 3 mois, c'est le double. 4 mois, c'est encore plus. Je devrais quand même y arriver, même si le cheval est sauvage. Donc voilà. Puis en fait, le côté Mustang, c'est quand même pour moi, c'est le Graal. Je veux dire, moi, c'est le rêve d'enfant. Je me dis, c'est le Mustang, c'est les Indiens, voilà, je peux pas ne pas le faire. Je ne peux pas ne pas le faire. Je suis obligé d'y aller. Et tu as les chocottes parce que, moi, c'était très. Déjà, avec sa chapelle, c'est grand. C'est une très très grande carrière. C'est pas un petit bout de carrière. Quand tu te retrouves au milieu, derrière le portail noir, que ça s'ouvre et que tu es au milieu, c'est un terrain de foot, le truc. C'est un stadium. Donc. Et tu te retrouves avec un cheval sauvage que tu as préparé en 3 ou 4 mois. Alors après, aussi, ce qui est aussi que c'est éthique, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'objectif. Tu n'es pas obligé de monter sur le cheval. Tu peux arriver au bout des 3 mois, si tu sens que tu ne peux pas monter sur le cheval, il y en a qui présentent toujours au sol. D'accord. Il n'y a pas d'obligation. Effectivement, il y a une compétition qui va noter si tu as passé le portail, si tu as passé le pont suspendu, si tu as été capable de faire tes volts au galop sans que le cheval fasse descendre dans les transitions. Mais surtout, ceux qui vont faire ça seront notés. Mais il n'y a pas d'obligation. Par exemple, dans le dressage, il y a toujours un changement de pied, personne ne le passe. Il y a un cavalier qui l'a passé, c'est Joshua Burke. C'est la première fois que je le vois faire parce que ça fait 3 ans, même 4 ans que je vois au Mustang Makeover. Personne ne passe le changement de pied. Donc déjà, il y a l'éthique, elle est là. En fait, tous les ans, il y a des cavaliers qui présentent au sol. Alors effectivement, ils partent des points, effectivement, ils ne sont pas classés, mais peu importe. C'est pas grave. La logique, de toute façon, les entraîneurs le disent, les directeurs le disent tout le temps, on ne veut pas d'entraîneur mort. Parce qu'on parlera du Mustang, c'est quand même difficile à travailler. C'est pas pareil qu'un cheval. Tout simplement parce que l'environnement, comme on l'a dit tout à l'heure, sélectionne les plus forts. Si les Mustangs sont là et s'ils sont vivants, c'est que c'était les plus forts. C'était pas les plus faibles. D'accord. Et ça change déjà beaucoup de choses dans le travail du cheval. Parce que nous, dans nos élevages, en fait, les trop tordus, ils vont à la boucherie. On les garde pas, les plus compliqués. Tout à fait. Dans l'environnement naturel, c'est l'inverse. Les plus forts survivent. Les faibles, eux, ils disparaissent. Et ça serait quoi alors pour toi les différences majeures du Mustang et d'un cheval domestique? Alors là, moi je compare. Alors encore une fois, c'est pas de l'orgueil pour dire moi j'ai travaillé des Mustangs. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, mon travail avec les Mustangs, c'est quelque chose de personnel. Je pousse personne à le faire. C'est mon chemin de vie à moi et j'en ferai d'autres des Mustangs et on parlera de mes projets ensuite si tu veux. Mais c'est mon chemin de vie à moi. Mais je vais pas critiquer. Je vais pas tenir un discours à dire tant que tu n'as pas fait une Mustang, tu ne sais pas ce que c'est un cheval. Même si quelque part, il y a un peu de vrai là-dedans. Pour moi, le Mustang, c'est un équidé, comme le cheval domestique, comme le chien est un équidé, comme le loup est un équidé. Le Mustang, c'est le loup.
Le cheval domestique, c'est le chien. Ouais. Pourquoi le Mustang est différent? Tout simplement, ça tient déjà sur deux choses. La première, c'est qu'il est sevré naturellement. C'est-à-dire qu'il reste avec sa mère jusqu'à 18 mois, 24 mois. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il a accès à des apprentissages que le cheval qui est prélevé, qui est séparé de sa mère à 6 mois n'aura jamais. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas ce traumatisme aussi. La séparation avec la mère se fait toute seule. On n'a pas violé le cheval. Donc ça ne laisse pas de tissu, ce que moi j'appelle de cicatrices émotionnelles dans le cerveau. Okay. Ensuite, le cheval sauvage, ce sont des hordes, c'est des groupes familiaux de 4 à 6 individus qui vivent dans des grands troupeaux. C'est-à-dire c'est une grande bande, mais ils sont tous espacés. Chaque groupe familial est séparé par une certaine distance. Mais les chevaux sauvages, à la différence des nôtres, vivent dans un troupeau qui se constitue naturellement. Les chiffres, donc vous allez pouvoir trouver ça, il y a des conférences d'Hélène Roche, vous regardez, j'ai plus les titres en tête, mais elle a fait 2 ou 3 conférences sur l'histoire des Mustangs et des humains, le cheval au naturel, qu'est-ce que c'est. C'est très très bien documenté, c'est sur YouTube, c'est accessible, donc il n'y a pas de problème. Le troupeau sauvage, naturel, on va dire, est composé de 30% de juments de mémoire, 30% d'étalons, 15% de yearling et 15% de poulains, de jeunes poulains. Donc en fait, on a une mixité en âge et en sexe. Grande diversité en âge et en sexe. Ce qui est différent on a toujours connu ça. Là, c'est le prix des 2 ans. Là, c'est le prix des 3 ans. Là, c'est les juments. Là, c'est les mâles. On sépare tout ça. Donc en fait, les chevaux n'ont pas une vraie vie sociale. Le cheval naturel, surtout les Mustangs, qu'on prélève exceptionnellement de temps en temps, il y en a des jeunes. Moi, j'ai eu Akuna qui avait 2 ans et demi à l'époque, mais les 3/4, Shadow Shaman avait 8 ans, Bud avait 12 ans. C'est des chevaux qui ont vécu longtemps sauvages, donc ils ont eu accès à une vie naturelle avec beaucoup de juments, beaucoup de mâles, des jeunes, très jeunes, et donc ça vient enrichir tout l'environnement social en fait. Ça, couplé au fait que le cheval est sevré naturellement et qu'en plus le cheval est obligé d'avoir des comportements pour manger, pour boire, la compétition, je parle des comportements, alors là on peut parler de dominance par contre. Il y a de la compétition pour se reproduire, donc il y a les mâles célibataires qui vont essayer de chaparder quelques juments, tout ça. Mais tout ça, ça donne lieu à... Ça construit des individus très très forts. Et je l'ai toujours dit, un conseil à... que je suis un peu le tonton des Français dans le Mustang Cover. Est-ce que tu étais le premier Français? Non, je n'étais pas le premier Français. Il y a eu Thierry Dossi qui l'a déjà fait et Christophe Arnaud. Mais qui sont d'une autre génération. Ils sont encore un peu plus vieux que moi encore. Et c'est des super cavaliers et qui ont très très bien travaillé aussi. Moi, après, par rapport aux autres Français qui sont venus, c'est des Français qui sont venus entre guillemets pour mon intermédiaire. C'est des gens que j'ai un petit peu influencés et que j'ai, en tout cas avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à conseiller. Si on peut le dire comme ça, c'est des gens avec qui j'ai pris du plaisir à conseiller. Et encore cette année. Et j'ai toujours dit attention, avec le Mustang, il y a un truc qu'il faut absolument bien saisir, c'est que tu ne peux pas te battre contre eux. Parce qu'ils savent se battre. Et le Mustang, si tu veux le castagner, il va te castagner en fait. Et la preuve en est que chaque année, alors cette année il n'y en a pas eu, mais les années précédentes, il y avait des grands noms du spectacle, du show. Des mecs internationaux, hors tour, machin truc, des grands noms. Je ne dirais pas par respect pour eux, mais des noms très connus, qui se sont inscrits au Mustang Makeover. Et qui au bout de 3 semaines, 1 mois, étaient un échec. Parce que la méthode de travail pure et dure, spectacle à l'espagnol, là, avec ces chevaux-là, ça ne marche pas. Tu leur casses pas la gueule, en fait, c'est l'inverse. Donc si tu ne communiques pas avec ces chevaux-là, tu ne peux pas y arriver. Donc ces gens-là, avec toutes leurs compétences de spectacle qu'ils ont, ils étaient en échec avec ces chevaux-là. Et ça, c'est révélateur. Ils se sont fait sortir parce que voilà, c'était pas montrable leur façon de faire et le cheval n'était pas bien et tout ça. Mais à l'opposé, parce qu'on peut parler de ça aujourd'hui, cette année aussi, il y a une nana qui s'est fait sortir, qui était à fond dans l'équitation positive. Donc oui, parce qu'en fait, à partir du moment où tu peux venir participer au Mustang Makeover, tout le monde est bienvenu. Après, il y a une sélection parce qu'on ne peut pas prendre 50 entraîneurs parce qu'il n'y a que 15 Mustangs. Donc pour moi, il y a des gens qui auraient dû être pris qui ne sont pas pris. Il y en a d'autres qui sont pris. Tu te dis, bon, je ne comprends pas trop pourquoi ceux-là sont pris. Mais cette année, il y a une nana qui a été prise au Mustang Makeover qui, au bout de 2 mois, parce qu'elle était dans l'approche positive, elle ne veut pas forcer le cheval. Mais quand je dis pas forcer le cheval, c'est-à-dire aucune contrainte. Presque, il faut que le cheval mette son école tout seul. D'accord. Donc au bout de 2 mois, le cheval, il vivait toujours tout seul, isolé.
ce qui est interdit. C'est-à-dire que nous, il y a une contrainte quand tu signes le contrat, comme quoi ton cheval, le plus tôt possible, en tout cas sous 10 jours, doit être remis en liberté avec d'autres chevaux. D'accord ? Et cette nana-là, et ça pour moi c'est inexcusable par contre, c'est-à-dire que pour respecter un dogme d'humain, d'accord, un dogme d'humain, on s'en fout de R+, R-, machin, un dogme d'humain a préféré laisser vivre le cheval 2 mois tout seul. Ouais. Et ça, moi, c'est fin de non-recevoir, c'est inadmissible. D'accord ? Les chevaux, surtout que quand on se met, alors moi je vais peut-être pas me mettre que des amis dans la poche là, mais le milieu des chevaux, les chevaux communiquent pas en renforcement positif. Oui. Ils communiquent par la gestion de l'espace, ils s'approchent, ils réduisent l'espace, si ça va pas, ils baissent les oreilles, si ça va pas, ils foillent de la queue, si ça va pas, ils mettent les dents ou les pieds. Mais c'est curieux, alors bon, je pense que c'est vraiment juste une tendance des humains en fait. Mais ça part d'une bonne volonté à la base. Oui, de se dire on va jamais rien forcer. Mais en fait, oui, mais moi là où je bloque vraiment dessus, c'est que à la base, c'est de nouveau dire je prends mon langage d'humain, je décide d'un truc et en fait, je l'applique au cheval. Et c'est faux à ce niveau-là. Pas déjà là, c'est faux. Le langage du cheval. Exactement. C'est déjà faux là, parce que comme j'ai dit, on n'a jamais vu un cheval apporter un brin d'herbe à notre cheval. Non mais et pourtant, je suis très ami avec Hélène Roche, je respecte son travail auquel je crois. Moi, j'utilise beaucoup la récompense alimentaire. Comme je dis, on a 2 mains, une main gauche et une main droite, il y a le R+, le R-. Et en fonction, et des études scientifiques l'ont prouvé, certains chevaux apprennent plus facilement un R+, donc souvent les cerveaux gauches, les chevaux à motiver, durs à motiver, et les chevaux plus craintifs apprennent plus souvent un R-, parce que ces chevaux-là sont très chatouilleux, ils n'aiment pas la pression, donc une petite phase 2 suffit à leur faire apprendre quelque chose. D'accord ? Donc, en fait, le talent d'un entraîneur va être de jongler. Et avec certains chevaux, tu vas dire je fais du 60% R+, et 40% R-. D'autres, tu vas dire je vais faire l'inverse, je vais faire 40% R- et puis 60% R+. Mais c'est pas tout blanc ou tout noir. Ouais, bien sûr. Et donc ça, c'est encore un problème. On peut en parler parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dedans, alors qu'à la base, c'est une super idée de dire on va intégrer le renforcement positif. Dans un milieu où on disait tout le temps, et on le dit encore, moi je le vois encore, on n'achète pas la relation avec une friandise. Je suis tout le temps battu contre cette idée. On n'achète pas une relation avec une friandise, ça s'appelle un renforcement positif, c'est scientifique. Tu travailles bien pour un salaire. S'il y a quelque chose d'agréable à gagner, ça va fonctionner. Et pas que forcément quelque chose de désagréable à enlever. Les deux marchent très bien, et il faut savoir utiliser les deux. Se dire qu'on fait que du R-, c'est une erreur. Se dire qu'on fait que du R+, c'est une erreur. À mon sens, après moi, je dis mon ressenti. J'empêche personne de faire que du R- ou personne de faire que du R+. Ouais, mais c'est quand même intéressant de voir ça, tu vois, sur un Mustang, de se dire, ben voilà, c'est quand même pas leur langage. Si tu dis, voilà, le Mustang, c'est un peu un super cheval, c'est-à-dire qu'il va avoir des comportements de cheval, mais juste extrêmes. C'est-à-dire, nous, on n'est pas, en tant que cavalier, on n'est pas exposé à ça. Et je les respecte énormément pour ça. C'est-à-dire que mes chevaux, Shadow et Shaman, je les préserve énormément de tout travail forcé, par contre, de toute répétition. Je veux qu'ils gardent ce côté un peu sauvage. Ce côté un peu, sinon ça sert à rien, autant que je m'achète un petit chantipournet et je lui fais faire plein de trucs. Ces chevaux-là, je les préserve énormément. Même si ça fait de la performance, je les préserve énormément de mes attentes d'humains. Mais attends, ce que tu fais avec, c'est quand même incroyable, quoi. Tu fais de la liberté, de haute voltige, entre guillemets, avec 2 chevaux, avec 2 Mustangs. Enfin, moi, j'étais là, ok, je suis... Mais ils sont faciles à éduquer. En fait, c'est vraiment... Tu vois, si tu vas dans ma bibliothèque, il y a le Petit Prince. Les gens qui me connaissent savent, mes élèves m'ont offert une super tasse du Petit Prince. Et ça, c'est vraiment cette idée de créer le lien, de l'apprivoisement. La différence dans le travail du Mustang et du cheval domestique, parce qu'on me l'a déjà dit, c'est bon, ça reste un cheval. Moi, je sais ce que c'est un cheval difficile. J'ai fait toute ma carrière sur ça. Donc, les chevaux difficiles, je sais ce que c'est. J'ai pas dit que c'était... Bien sûr, il y a des chevaux plus dangereux et plus difficiles que les Mustangs. Effectivement. La différence qu'on a avec un Mustang, c'est l'apprivoisement. C'est-à-dire que moi, Shaman, par exemple, pour le toucher, ou comme Smaran avec Gian l'année dernière, il y a 2 ans, il nous a fallu 3 semaines pour approcher le cheval. Tu dois avoir plein de doutes, non, dans ces moments-là? Ouais. Tu te dis, on a presque perdu 1 mois de travail et tu n'arrives pas à toucher le cheval. Et en plus, il a tombé son licol. Il faut mettre un licol sur un cheval qui ne se laisse pas approcher. Parce que les licols, ils sont mis dans des chutes. Parce qu'effectivement, ils sont un petit peu préparés. Alors, comment ils sont préparés? C'est-à-dire qu'en fait, ils passent dans des couloirs, c'est des chutes. C'est-à-dire c'est des couloirs qui se rétrécissent. Et donc, je peux te montrer des vidéos sur ça. Et en fait, il y a une trappe à l'arrière, une trappe devant. C'est-à-dire que chaque cheval, floum, ça se ferme. Et on passe en haut.
on monte et on est au-dessus du cheval, on met le tag, c'est-à-dire le numéro, je te l'ai montré si tu veux, et on passe un licol avec des ficelles de lieuse et on fait ça comme ça. Le cheval, il est complètement il peut pas bouger, voilà, et ça se passe comme ça. Et ensuite, ils sont relâchés. Le travail de préparation, parce que bien sûr, il faut les mettre dans l'avion. Donc, on ne peut pas monter un cheval qui ne sait pas suivre en longe dans un avion. Ouais. Donc, il y a une préparation un mois avant, pendant la quarantaine, en fait, par des experts qui voyagent avec l'avion, qui prennent l'avion avec eux. Donc, on apprend dans des couloirs au cheval à marcher tout droit. Mais quand je dis marcher tout droit, c'est très lent. Et il faut qu'il n'y ait rien, en fait. Et petit à petit, sur ce couloir, on va mettre un matelas. Et jamais de tension. Parce que si tu résistes, le cheval, là, il te met... Moi, il y a 2 chevaux dans ma vie qui m'ont mis un drapeau. Et pourtant, j'en ai bossé des aides français, des grands gaillards, tout ça. J'ai jamais lâché ma longe. Les Mustangs, à chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai lâché la longe. Tu as l'impression que tu tiens un tractopelle. Quand ça veut partir, ça part. Tu n'as pas la force de tenir. Donc, ça aussi, ça te remet... Tu dis, waouh, c'est pas des grands chevaux, mais ils ont plus de force qu'un grand selle français de 70. Mais c'est assez impressionnant, la force qu'ils sont capables de développer. C'est une force brute, en fait. Donc, quand tu arrives avec Aix-la-Chapelle à l'aéroport, enfin à Liège ou à Francfort, ce sont les 2 aéroports qui sont équipés pour recevoir du bétail, parce qu'ils font les chevaux, les vaches, les cochons. Parce que si tu veux, quand ils veulent enrichir un troupeau de vaches avec un taureau qui vient d'une bêtise de Nouvelle-Zélande, ça passe par des aéroports spécifiques. Donc, c'est des fermes dans les aéroports, parce qu'ils font aussi la quarantaine et tout. Donc, voilà. Tout à fait. Et en fait, c'est un couloir, et au bout du couloir, il y a le van. Waouh, ok. Et tu ne peux même pas ouvrir tout. Moi, le cheval, quand il rentre, tu le regardes par ça de la porte. Ah ouais, truc. Tu peux même pas ouvrir tellement la porte. bizarre, Et il faut que ton van, tu passes énormément de temps au début à le graisser, parce qu'il faut pas le moindre. Il faut que la porte elle se ferme. Toute seule, sans bruit. Il faut pas être en train de chahuter la porte, parce que si tu chahutes la porte, le cheval il passe à travers, il traverse le van, il passe sur les bancs. C'est déjà arrivé qu'il y ait des accidents? Non. Parce que c'est hyper bien préparé. Donc les chevaux savent marcher en longe à partir du moment où il n'y a pas de contraintes. Donc ils suivent lentement. Et tant qu'on marche tout droit. Et après, tu montes. Et après, comme ils ont peur de rien. Parce qu'une fois. Par contre, c'est les chevaux qui ont peur de rien. Dans la nature, ils ont appris à pas s'émotionner pour un oui ou pour un non. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai des purs arabes. J'ai passé ma vie avec des purs arabes. Ils ont 13 ans, 14 ans. C'est des super chevaux. Mais à chaque fois que je suis en balade, dès qu'il y a un moineau qui décolle, et j'ai droit à des sursauts, j'ai droit à des écarts. Le Mustang, il voit un oiseau décoller, il ne fait pas d'écart. Il sait que c'est pas L'autre jour, on était à cheval, on est parti à cheval des amis, j'étais sur Chaman, il y a des moutons qui nous sont venus à fond sur nous. Tous les chevaux sont partis en cacahuète. Chaman, il a regardé les moutons, il s'est dit, qu'est-ce qu'il a regardé, c'est des moutons. Il n'a rien fait, alors que Chaman est un cheval très craintif à la base. Mais l'environnement, non, il n'y a pas de, pas de problème avec ça. Ils ont une approche, un mental quand même. Oui, c'est des chevaux, effectivement. Mais quand tu les as côtoyés, il y a autre chose. Vraiment, il y a autre chose. Et moi, ça a bouleversé vraiment ma compréhension des chevaux. Ça m'a obligé à être beaucoup plus fin dans mon langage corporel. C'est-à-dire il y a beaucoup moins de droit à l'erreur, en fait. Il ne faut pas être brouillon, quoi. Il ne faut pas être brouillon. Et par exemple, avec Shadow, je sais que j'ai 2 chances. C'est ce qui m'a coûté la victoire à Aix-la-Chapelle en 2020 avec lui. On avait fini j'avais gagné le trail, on avait fini 3e. Et j'étais content, parce que je t'en reparlerai pourquoi. Shadow, je sais que s'il se trompe sur une réponse, je sais que je peux la reposer une fois. Si au bout de 2 fois, il n'a pas trouvé, il se casse. Et là, en l'occurrence, pendant mon show, il a confondu, par ma faute, la valse avec le jeu des 2 yeux. C'est-à-dire l'épaule en dedans et valse. Je faisais ce truc-là. Il s'est trompé. J'ai recommencé, il s'est retrompé. Et je savais qu'au bout de 2 fois, s'il ne trouve pas de suite, il se barre. Genre, quand tu sauras ce que tu veux me demander, je reviendrai. Tu vois Et pour te dire, tu vois, avec Shadow, j'ai fait, pour te dire la force de ces animaux. J'ai souvent entendu parler de cavaliers qui arrivaient à se claquer un muscle à cheval. Et moi, je disais, tu ne te claques pas une cuisse à cheval. C'est pas possible. Tu te claques un muscle en faisant un squat mal échauffé. Tu claques un muscle en décochant un mawashigiri mal échauffé. Mais tu ne claques pas un muscle de la cuisse à cheval. Tu ne te pètes pas un ischio-jambier, un quadriceps à cheval. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Et bien, avec Aix-la-Chapelle, je n'ai pas pu dérouler la partie montée de mon show, c'est-à-dire la partie libre, parce qu'il y a 3 disciplines. Il y a le trail, donc les passages, c'est du mountain trail en fait. Ensuite, la partie dressage, donc niveau galop 5-6, des vols, des demi-vols, des arrêts, des reculés, des galops à gauche, des galops à droite, des petits cercles, des grands cercles. Quelque chose somme toute assez basique, sauf qu'il y a des moments où il faut être reine longue pour le faire, donc quand même, il faut être capable de
pas tenir le cheval. On reviendra sur ça. Effectivement, pensé à parler de dressage. On a parlé du trail et du dressage. Il y a quand même une anecdote assez sympa sur ça. Je ne peux pas faire le show parce que je fais une chute pendant la répète. Okay. Je suis avec Shadow le matin et le cheval est fantastique. C'est-à-dire que je suis accru en cordelette dans la grande arène d'Aix-la-Chapelle et je viens de faire en 2 minutes, sans aucune erreur, avec une participation complète du cheval, tout le numéro que je voulais faire. Et en plus, j'avais gagné le trail. Donc je me suis dit, là, j'arrête. Le cheval, il est parfait. On va même gagner le show. Alors là-bas, je n'étais pas venu pour gagner, si tu veux. J'étais venu pour m'amuser et participer. Après, tu dis, bon, tu es quand même flatté de savoir que tu marques des points. Et là, il y a une nana qui arrive à cheval, une concurrente, qui faisait ce numéro sur le roi soleil, sur le roi lion. Elle avait des grands ballons en forme de lion et de girafe. Et elle arrive dans mon dos. Moi, je ne l'ai pas vu. Shadow, lui, il l'a vu plus vite que moi. En une demi-seconde, il a bondi. Il s'est retrouvé 50 mètres plus loin. Moi, je suis resté sur place. Donc, je suis tombé sans m'en rendre compte, en fait. Et je n'ai même pas eu le temps de tenir. Mon corps a essayé de tenir une demi-millième de seconde. Parce que mes jambes se sont serrées. Tu parles quand le cheval est parti, mes jambes se sont serrées. Mais à lui, son dos s'est tellement gonflé. Que sur cet exercice-là, sur le fait que moi je serre mes jambes, son 2 secondes quand il est parti, ça m'a claqué une jambe. Ça m'a claqué. Je ne pouvais plus serrer les jambes. En fait, je ne pouvais plus monter à cheval parce que mes muscles qui servent à tenir à cheval ne pouvaient plus. Je ne pouvais plus fermer la pince des cuisses. Donc je ne pouvais plus monter à cheval et donc je n'ai pas pu présenter la partie montée du show. Mais ça ne m'était jamais arrivé. Pourtant, des pelles, j'en ai pris à cheval. Mais celle-là, tu vois, me claquer une cuisse juste en tombant. Ça m'était, pour moi, quand tu tombes de cheval, il vaut mieux faire gaffe à tes poignets, à ta tête. Tu ne penses pas du tout à avoir un claquement de muscle. Mais moi, je me suis claqué une cuisse. Et pourtant, je suis quelqu'un qui fait du sport tous les jours, enfin presque tous les jours, qui est physiquement, j'espère, quand même préparé. Enfin, tu vois, en plus, je suis quelqu'un d'assez souple. Et ben, je me suis claqué une cuisse sur une chute pour te dire la puissance de Shadow. Tu vois le truc. Et Shadow, quand on voit sa robe, toutes ces taches-là sont des cicatrices. Alors, il y a de tout dedans. Il y a les cailloux quand ils se roulent, il y a des ronces, il y a des morsures. Mais il y a quand même des morsures. Mais c'est la robe qu'il a, donc le Red One, je ne sais plus trop comment, je ne suis pas spécialiste des robes, fait qu'une fois que la peau a une atteinte, elle noircit. Et quand tu le regarderas, tu verras que sous le ventre, il n'y a rien. Parce que les chevaux se protègent sous le ventre. Ils ne s'attaquent pas sous le ventre. C'est tout sur le dos ou sur les cuisses. Et à l'encolure, bien entendu. Et alors, tu voulais parler de 2 anecdotes, une sur le dressage et pourquoi tu étais super content d'avoir gagné le trail. Alors le dressage, tu vois Ludo qui n'a jamais fait un cours de dressage, qui se retrouve à faire une carrière de dressage avec la petite liste blanche en bas, avec les lettres qui ne sont pas dans l'ordre que j'ai. Donc moi j'arrive. Tu sais où sont les lettres? Même pas. Donc j'arrive, je dis au micro, mais vous savez quoi, c'est la première fois que je vais faire une reprise de dressage. Je n'ai jamais fait de ma vie. Alors, la veille, on te donne le circuit, le déroulé que tu dois faire. Donc, le soir, tu vois, la volte, elle est là, le truc, tu récites ça par cœur. Je me vois assis à l'intérieur, au pied du lit, en train de visualiser tout le truc, le soir, le matin, et tout ça, le faire ensuite debout dans les écuries pour essayer de me rappeler des trucs qui, pour moi, étaient complètement... faire une volte propre jusqu'à la ligne médiane du manette, de la carrière, tout ça. Pour moi, c'était du charabia. Enfin, vraiment... Et je leur ai dit, voilà, c'est la première fois avec un Mustang. Je dis, vous savez, là, je vais vivre ma première reprise de dressage. Avec sa chapelle, au milieu de tout le monde, dans la grande arène. Tu vois, il y a mieux pour commencer. Pas de pression, tu te dis, quand même, à un moment donné, tu n'as plus la pression. Parce qu'en fait, tu dis, de toute façon, tu y es, donc il faut bien que tu nages, si tu ne veux pas te noyer. Donc, tu fais ce que tu peux et c'est très bien passé. Et alors ensuite, pourquoi j'étais content avec sa chapelle, c'est que j'ai toujours défendu. Alors, que ce soit avec Shadow ou avec Shaman, alors avec Shaman, on a tout gagné. Mais ce cheval est exceptionnel. On a tout gagné. On est le seul couple à avoir remporté les 3 disciplines sur la même édition. Et pourquoi j'étais content de gagner, c'est que moi, comme je te dis, je viens de la culture de l'effort. Et j'ai été un de mes modèles. Ça peut paraître très masculin, ça peut paraître ringard en génération d'aujourd'hui, parce que c'est des choses qui sont peut-être mal comprises aujourd'hui. Mais un de mes modèles est toujours vraiment un modèle important pour moi, c'est Rocky Balboa. J'étais sûre que tu allais dire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a, j'ai vu, je ne sais plus, dans ta maison, la citation. Il y a 2 ou 3 citations de Rocky. Là. Et moi, j'ai grandi avec ça. Donc, Rocky, c'est le gars qui a 0 moyen, à qui on donne une chance et qui tape sur des sacs de viande parce qu'il n'a pas assez d'argent pour taper dans un sac en cuir. Mais moi, là, aujourd'hui, j'ai une carrière. Parce qu'aujourd'hui, ça va. J'ai travaillé avec les chevaux, grâce au Mustang Makeover, grâce à ma chaîne de formation. J'ai pu construire quelque chose que je n'ai pas eu pendant toutes mes années. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 ans de ça, jusqu'au mois de décembre, là, cette année, j'ai jamais eu de carrière.
Ouais. Pas de manège couvert, pas de lumière le soir, aux 80, les pieds dans la boue, dans un petit bout de pelouse sur lequel je mélangeais, quand il y avait trop d'eau, des copeaux de bois que j'allais acheter. Waouh. D'accord? Donc tout ce que j'ai pu faire avec mes chevaux, avec mes arabes, tout ça, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait avec zéro. Ouais, les pieds dans la boue, quoi. Zéro moyen. Ok, mais vraiment, quand je dis zéro moyen, c'est zéro moyen. Ma fierté était de dire, voilà, parce qu'en Allemagne, c'est des grosses écuries, c'est des gens qui peuvent bosser même à minuit, ils allument la lumière, c'est des grandes écuries, machin. Et bien, ma fierté, c'était d'être un petit peu le petit Rocky, c'est-à-dire que avec zéro moyen, j'ai pas été ridicule. Et j'ai même une année gagné devant tous ces gens qui avaient tout pour se performer, tu vois. Je comprends. C'est vraiment l'idée de Rocky 4, tu vois, là, quand tu as le gars qui s'entraîne avec les machines, Dolphengren, là, qui s'entraîne avec les machines, et l'autre qui est dehors en train de courir dans la neige, tu vois. Parce que, moi, ça, c'est vraiment une valeur qui m'a fait grandir tout le temps. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, si vous voulez y aller, il faut y aller. Il suffit juste d'y mettre du temps et de la sueur. Les moyens, en fait, les Kenyans en course à pied, ils courent pieds nus. Ils n'ont pas les super dernières Nike et machin. Tu vois? Tu sais que quand on était en Indonésie, donc je courais des semi-marathons. Et en fait, tu sais, t'arrives avec le super équipement, machin, bazar. Et je commence à discuter avec un couple qui avait fait la course à pied ensemble. Enfin, vraiment des gens adorables. Et puis, je regarde le mec et il était en tongs. Et je dis, mais t'as couru le semi en tongs? Et là, il me regarde et rigole et fait, oui, mais parce que c'est moins cher que les chaussures pour courir. Et là, tu sais, t'as le truc. Wow, toi, t'es là avec tes super chaussures, ton petit sac à dos pour porter ta flasque d'eau. Enfin, tu sais, et là, tu prends une grosse claque. Quand tu te rends compte de nous, tout le confort qu'on se paye pour se masquer un manque de travail, d'accord, et qu'aujourd'hui, et qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi, très bons, et qui courent avec un survêt qui a 20 ans en coton qui pue la sueur, alors que c'est pas du Salomon, c'est pas du machin. Tu connais David Goggins? Non. Non, bah, tu regarderas, tu vas l'aimer ce mec-là. C'est quelqu'un qui a battu tout plein de records du monde dans différentes choses. Notamment, il était dans les premières vagues de ultramarathon. D'accord. C'est un ancien SEALs, donc les forces spéciales des États-Unis. Donc il a le mental. Il a fait 3 fois Buds. Enfin voilà, il a plein de décorations et compagnie. Et c'est l'antithèse de la tendance actuelle de il faut être juste dans le bien-être et dans tu vois, les caca papillons et tout. C'est juste ton mental. Et tu vois. Il est extrême. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être comme ça, mais ça fait du bien, tu vois, de temps en temps se prendre une dose de ça. Ça fait du bien de se dire, ok, peut-être que si je travaille un peu plus, ça m'apportera plus que si j'achète la dernière paire de godasses. Tu vois. Mais finalement, c'est cette mentalité. Tu vois, je te coupe parce que c'est important, parce que c'est quelque chose qui m'énerve en fait. Tu vois, je vais à la salle de sport, je fais de la muscu quand même pour garder, vu que la course à pied a tendance à me faire trop maigrir, même si en ce moment je cours pas, du coup j'ai pris quelques kilos. Mais donc j'ai toujours aimé aussi la muscu parce que ça fait du bien de se sentir son corps fonctionner, tu vois. Et bien aujourd'hui, quand tu rentres sur du muscu, moi je viens de l'ancien temps, j'ai l'impression que je viens de l'époque des dinosaures, pourtant j'ai que 46 ans. Quand tu rentrais dans une salle de sport, tu disais salut, tout le monde te répondait. Aujourd'hui, tu rentres dans une salle de sport, les mecs ils sont tous sur leur téléphone, avec les oreillettes, donc tu dis bonjour, déjà personne ne te répond. Il n'y a pas de solidarité, c'est-à-dire que tu es sous des barres lourdes. Si tu fais pas gaffe, il n'y a personne qui te surveille pour venir t'aider, alors qu'avant, on avait tous un œil sur les autres. Et les mecs, ils sont 5 minutes sur le téléphone, 10 secondes sous la barre. Et par contre, ils ont un gros pot de prot. Gros comme ça, à boire, et du super matos, attention, c'est des fringues de muscu, machin, tout ça. Et tu dis, mais c'est ça. Aujourd'hui, tu rentres dans une salle de sport, tu te dis où tu en es aujourd'hui, tu le vois dans une salle de sport. C'est-à-dire de l'apparence, peu d'efforts, et on essaie de tricher. C'est-à-dire que si en buvant 4 litres de prot, je peux faire aussi bien qu'en faisant 4 heures d'entraînement, je vais prendre 4 litres de prot. Sauf que c'est pas vrai. Ça marche pas aussi bien. Après, ça a des limites, tu vois. Ça a des limites. Tu peux pas après avoir de la performance, tu vois. Non. Mais après, c'est vrai qu'avoir du confort sur certaines choses, avoir une carrière et tout, moi, depuis que j'ai la carrière, je me dis, mais si j'avais eu ça il y a 10 ans. Si j'avais eu ça il y a 10 ans. Mais c'est pas grave en fait, parce que du coup, tu as d'autant plus de gratitude et la valeur, tu vois, la valeur de ta carrière, elle est complètement différente du coup. Ah ben là, je me dis, là, je me rends compte, j'ai une carrière, je peux travailler même quand il pleut maintenant, je vais plus les pieds dans la boue. Tu te dis, mais waouh, c'est génial, j'ai de la longueur, je peux dérouler des allures, ce que je pouvais pas faire chez moi avant. Tu vois, Et du coup, tu vois, dans tout ton parcours, je trouve que tout se déroule très bien, tu sais. Et est-ce que tu as eu des moments de doute ou des moments d'échec ou tu vois, est-ce que tu t'es retrouvé dans un truc où tu te dis, en fait, je veux vraiment un truc et j'y arrive pas? Non,
Non, les doutes que j'ai eus, ça a été de faire attention. Alors, j'ai fait l'erreur à une époque de trop me surcharger. Donc ça aussi, c'est une piste de discussion. Et moi, comme je te dis, la priorité, c'est que moi, je puisse bosser mes chevaux. Ouais. Moi, si je fais ce boulot-là, que je ne dois plus passer de temps avec mes chevaux, mon entourage te dira que je vais être très vite exécrable. Ouais. J'ai besoin de passer du temps avec mes chevaux. Et si pour passer du temps avec mes chevaux, je dois refuser des chevaux au travail, je refuse des chevaux au travail. Et ça, peut-être, je pense que c'est un aspect qui est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que tu as toujours gardé ton travail, qui n'a rien à voir avec les chevaux. Oui. Donc, tu as aussi une autre activité. Et je trouve que c'est très malin, parce que... Enfin, après, ça dépend des gens, hein, mais je trouve que c'est vraiment malin de faire ça, parce que c'était très clair pour toi que ça devait rester un plaisir. Oui. Et que, en fait, quand on rentre dans l'industrie du cheval, y a le côté industrie... Oui. Qui peut venir pourrir ta relation au cheval. Exactement. Et ton plaisir. Quitte à être classé, à être mal compris, il y a des gens qui ne me considèrent pas comme un professionnel du cheval. Hein. Okay. Il y a des gens qui disent toi, tu n'es pas un professionnel du cheval parce que tu n'es pas à 100% dans le cheval. Okay. C'est pas grave. Peut-être je pourrais être meilleur si je faisais vraiment ça à 100%. Je pourrais être peut-être, mais je pense que j'aurais perdu du plaisir. Ouais, je ne sais pas si tu pourrais être meilleur. Et moi, ce que je veux, c'est du plaisir. Moi, ce que je veux avoir, c'est en priorité du plaisir. Le fait d'avoir 2 métiers me permet de jongler avec différentes choses. Alors, mon autre métier me permet d'être en contact plus avec des humains qu'avec des chevaux, parce que dans mon métier, il n'y a que des humains. Les moments difficiles, je ne sais pas si Alors, il y a eu des moments difficiles, mais ce n'est pas des moments d'échec, c'est des moments difficiles parce que, comme tout le monde, des fois, on est fatigué. L'hiver, à une époque, j'avais trop de chevaux au travail, c'était l'hiver. Comme je dis, je n'avais pas d'installation, donc je travaillais dans le froid, sous la pluie. Alors, c'est vrai que ça forge le caractère, mais il y a des fois où tu te dis... pourquoi je ne rate pas Netflix sur mon canapé quoi. En fait, tu te dis des fois pourquoi je ne reste pas peinard. Mais ça, c'était plutôt lié à une contrainte matérielle. Tu vois. Après, j'ai jamais douté de ce que je faisais avec les chevaux. J'ai eu des interrogations. En ce moment, je suis en train d'en traverser une grosse. J'avais des interrogations sur ma légitimité, sur ma compétence réelle de ce que je faisais, ça je l'ai eu. Alors pas pour le travail en liberté, des choses comme ça, mais sur d'autres sujets. Et puis après, j'avais toujours cette discussion-là, voilà, jusqu'où on peut pousser le cheval, est-ce que tout ce qu'on fait, ça sert à quelque chose au final? Il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ce qu'on fait là, il y a beaucoup de choses que je fais moi qui sont de l'ultra-performance, mais si on revient aux anciens, Tom Doran sur Ryan, faire un cercle en liberté, ils s'en foutaient. Ouais. Faire un cercle décentré, sauter un bidon, ils s'en foutaient. C'était pas le but. Donc on pousse le truc très loin. Mais faire des changements de pied en cordelette, tu les verras jamais faire ça. C'était pas du tout l'objet du travail. D'accord. Moi aujourd'hui, mon questionnement, j'ai fait des stages chez Hervé Morel en équitation de travail parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis en plus, le mec est authentique et tout. Je m'entends très bien avec lui. Je suis dans une phase là cette année où j'ai décidé de me reconcentrer un peu sur moi. Donc j'ai eu le plaisir de recevoir Gina Pitié à la maison. Donc on a fait un super boulot ensemble. Je suis parti en formation chez Hervé Morel. L'année prochaine, je vais encore faire des choses. J'ai dit maintenant, il faut que moi aussi je continue de me former. Un bon prof, c'est quelqu'un qui se forme. D'accord. C'est pas quelqu'un qui reste sur ses acquis. Donc les années d'avant, j'avais pas le temps. Là, cette année, j'ai dit maintenant, il faut que je crée ce temps. Donc, je prends moins de chevaux au travail. J'ai énormément diminué les chevaux au débourrage parce qu'à un moment donné, où je fais du débourrage, où je fais des stages, où je fais la chaîne de formation, mais je peux pas tout faire. Ouais. Donc, les débourrages, j'en ai fait toute ma vie jusqu'à maintenant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait un peu le tour de la question. Okay. J'en ferai toujours un peu parce que, comme je l'ai dit au début, c'est le corps du métier. On a une pénurie, il faut savoir en France, on a une pénurie de personnes qui veulent prendre en charge les débourrages. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu, on n'a jamais eu autant de gens formés. C'est là qu'il y a un gros échec, à mon sens. Oui. On n'a jamais eu autant de gens formés, telle ou telle école, voilà. Mais les gens ne prennent que la surface, en fait. C'est ça qui est déplorable. Et par contre, il n'y a personne pour s'occuper des chevaux difficiles ou débourrer les chevaux, parce que personne ne veut se faire mal. Et c'est vrai, c'est dangereux, oui, ça fait mal, oui, c'est compliqué, oui. Moi, j'ai travaillé avec plein de professionnels qui sont formés, tout ça, qui veulent me confier leurs chevaux. Je le comprends, c'est pas une critique, c'est un constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts de l'Assens, d'Andy Booth, de Paris, de tous ces gens qui ont formé beaucoup de monde, eh bien, en France, on a une pénurie de personnes pour débourrer les chevaux. Moi, je refuse des chevaux au travail, pas tous les jours, mais presque. Ouais, mais est-ce que c'est... En fait, j'ai l'impression que c'est plus une question de...
c'est pas une question technique. Tu vois, le niveau technique, il est plus élevé qu'avant. Je pense, oui. C'est une question, à mon avis, c'est l'évolution culturelle qui est aller vers des choses peut-être plus faciles ou moins dangereuses aussi. Moins dangereuses, plus faciles. Et pour moi, c'est pas bon parce que le corps du métier, quand on dit qu'on fait du horsemanship, si c'est pas nous qui nous occupons des chevaux difficiles, ça veut dire que c'est qui? Que c'est comme dire un psychiatre, je veux pas m'occuper des fous. Si c'est pas le psychiatre qui s'occupe des fous, je tire le truc très loin. Mais moi, je suis pompier, mais moi, je veux pas m'occuper des incendies. Non, à un moment donné, si t'es pompier, tu t'occupes des incendies. Tu vois. Là, c'est un peu. Je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, on est plus sur des gens qui veulent faire le raffinement, la performance. Donc, on va pousser le truc. Mais le vrai métier, celui de base, débourrer des chevaux, celui-là, il n'y a plus personne qui va le faire. Et c'est vraiment un constat national. Il y a un vrai problème sur ça. Donc, c'est compliqué. Moi, mon questionnement aujourd'hui, je me suis passionné pour l'équitation de travail. Je trouve ça vachement bien. J'ai eu la chance parce que, de pouvoir partir en formation de 2 semaines avec Hervé Morel. Je me suis éclaté. J'ai appris à monter avec un mort. Waouh! C'est vrai, Ludo, qu'on ne voit jamais avec un mort. Oui, alors on ne me voit jamais avec un mort. J'ai mis un mort. Alors, ça m'a valu quelques critiques. Tu n'étais pas anti-mort, Ludo? Non, je ne savais pas m'en servir. Je voulais pas m'en servir parce que je pensais que pour ce que je faisais, je n'avais pas besoin du mort. Et c'est vrai que pour 80% de ce que je fais, en fait, le mort n'est pas utile. Par contre, quand tu veux passer un certain petit cap, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je me suis rendu compte. Il y a quand même une précision qui est pas là mais pour régler des petits problèmes, en fait. Et tu vois, pour régler des petits soucis que Nicole ou une Azur ne va pas te permettre. Après, encore une fois, c'est mon avis. Écoute, moi, je t'en parlerai, mais peut-être en dehors du podcast, par rapport à ça. Parce que justement, avec mon cheval compliqué, il est tellement mieux en mort. Et en fait, pour moi, la réponse, elle est très claire, c'est qu'il a une indication plus précise de ce que je veux, et il aime ça, en fait. Et c'est juste que, pour moi, il y a des chevaux qui sont tu vois, avec toute la zone 1, la zone du nez, s'ils ont cette liberté-là, ils sont mieux. Et il y a des chevaux qui ont besoin d'être plus encadrés là, parce qu'être dans le vide, ça fait appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion, en fait. C'est ça. Et du coup, il y en a pour qui il faut être plus directif, d'autres il faut être plus participatif. C'est comme du management, en fait. Ça fait partie de ça, quoi. C'est ça, Donc, tu as bien. Et j'ai adoré ce travail que j'ai appris avec Hervé Morel, les dispositifs, c'est très contraignant, par contre. Ma réflexion aujourd'hui, elle est, OK, Ludo, si tu veux progresser, maintenant, il faut partir sur ce travail-là. Mais j'ai vu que sur mes chevaux, c'était pas neutre. Ils ont encaissé quand même, c'est dur. Alors, je dis pas que les cours étaient durs, parce qu'on a respecté, tu vois, je suis parti avec Chaman, on n'a pas fait... Le maximum qu'on ait fait, ça devait être 3 quarts d'heure, 1 heure. Avec Aragorn, le maximum qu'on ait fait, ça a dû être 1h15, peut-être une fois 1h30. Donc, on était très à l'écoute du cheval. Mais mine de rien, quand tu veux rentrer dans ce travail-là, ça ne demande pas que du cognitif. Ça demande une grosse réparation physique. Une disponibilité physique du cheval à pouvoir suivre les entraînements et pouvoir les encaisser. On est sur la grosse performance. Donc, ma question aujourd'hui, mon errance, elle est est-ce que je prends le risque? Parce que mes chevaux, pour la première fois, une fois, quand je suis arrivé au pré, ils sont barrés. Ce qui n'est jamais arrivé. Mes chevaux, quand j'arrive, au niveau relationnel, ça fait une différence. Ça fait une différence. Et tu penses que ça fait une différence parce que c'est toi, tu es peut-être dans une phase apprentissage du coup d'un outil? Peut-être, mais il y a aussi quand même, moi jusqu'à maintenant, je ne les avais jamais poussés autant. Physiquement, quand même, faire toutes ces petites voltes, toutes ces lignes droites, placer le cheval, avoir le calot cadencé, tout ça, c'est quand même physiquement, c'est pas neutre pour le cheval. Donc ma question aujourd'hui, elle est, est-ce que je vais chercher cette performance au risque de dégrader ma relation, mais par contre, je vais progresser? Ou je décide que là où je suis, ça va bien, je dégrade pas ma relation, et puis cette performance-là, je vais pas la chercher. Et il faut que j'arrive à trouver la solution pour atteindre cette performance, cette progression, parce que je pense qu'il faut toujours progresser, atteindre cette progression, mais en l'adaptant à mes chevaux et au temps d'enseignement. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire en 1 mois, il faudrait peut-être que je le fasse en 1 an. Tu vois, la réflexion, elle est là, pour amener mes chevaux vraiment petit à petit à ce travail-là. Qui, par contre, est bon, parce que physiquement, ça les a changés dans le bon sens.
Tu vois ? Ouais, bah oui, c'est là où tu commences à les transformer en athlètes physiquement. Ouais. Et le travail du physique, ça peut altérer le reste, quoi. C'est ça. Et c'est là que tu te dis, donc cette marche-là, il y a un travail d'équilibriste à faire qui est, attention, la chute, elle peut être vite faite. Ouais. À tomber dans l'excès de progression parce que l'excitation fait que tu as envie de savoir faire ça. Ouais, j'ai envie de faire des pirouettes au galop avec changement de pied à la sortie, machin. Et en même temps, te dire, mais bon, tout ce que mon cheval doit encaisser pour arriver à ça, parce que quand tu es un Lusitanien, un PRE, dans les rondeurs, dans le bon équilibre et tout ça, quand tu es un Mustang, d'accord, ou quand tu as un pur arabe, le nez à l'envers, le travail à mettre en place pour atteindre cette performance-là, c'est pas pour rien qu'on élève des chevaux spécifiquement pour les disciplines. Parce que voilà, c'est comme de dire que tu vas faire du CSO avec, je dis une bêtise, avec un Shetland ou un Fjord. Tu vois, je veux dire, bon, c'est pas qu'il va pas sauter. Ça veut pas dire qu'il va pas sauter, il va sauter, mais dans la mesure de ses capacités. C'est comme, voilà, t'achètes une de chevaux et tu veux aller très vite faire une course de voiture avec. Ça va être plus compliqué. Voilà. Donc là, mon questionnement, il est là. Je me suis ouvert une nouvelle porte. Et pour l'instant, j'ai envie de la franchir, mais je ne veux pas perdre mes chevaux dedans. Il faut que j'arrive à trouver. Donc mon questionnement aujourd'hui, il est là. Mais tu vois, encore une fois, c'est pas un échec, c'est pas. C'est une réflexion, mais qui dérange parce que dès que tu n'es plus dans tes certitudes, tu te sens un peu bancal. Hein. J'en suis là à réfléchir à ça. Est-ce que tu es confortable dans l'inconfortable ? Ouais, moi j'aime bien. Je fais partie de ceux qui aiment bien. Alors moi, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais quand j'ai mal, je ne prends pas d'antalgique ni d'anti-inflammatoire. La douleur physique, moi, me permet de me dire, OK, je suis vivant, OK, je me rends dedans, OK, je suis en train d'apprendre, OK, mon corps est en train de réagir. Donc, ce mental-là, un petit peu de... alors, je ne dis pas qu'il faut se mettre dans le rouge du rouge. Hein, mais pour moi, ces notions de sortir de sa zone de confort, tout ça, il n'y a pas de progression sans sortir de sa zone de confort, parce que ça veut dire que le stress environnemental, quel qu'il soit, ne permet pas une adaptation comportementale, qu'elle soit physiologique ou dans le comportement pur et dur. Donc, il faut aimer se mettre dans le rouge. Si tu n'aimes pas te mettre dans le rouge, tu fais rien, tu fais du canapé. Quoi. Ouais, tu fais du canapé. Et tu t'écoutes trop. Et moi, là, aujourd'hui, je me suis fait engueuler par mon kiné ce matin. J'ai un tendon d'Achille qui a une super inflammation. J'ai un problème de genou avec une grosse contracture au mollet et je suis quand même allé courir hier. Okay. Donc j'ai mis les bas, j'ai changé la paire de Goda, j'ai mis des crèmes, je glace, le machin. Mais je suis quand même allé courir, sachant que j'ai mal et sachant qu'il fallait pas que j'y aille. Bon, je me suis fait engueuler ce matin. Parce que ce matin, j'avais bien mal. Mais cette notion d'effort, comme je dis, hein, c'est persévérance qu'il faut avoir. C'est d'abord la détermination. La détermination, c'est vouloir aller au bout. C'est différent de la volonté. La volonté, c'est avoir envie. Détermination, c'est différent. C'est la volonté plus coûte que coûte, je vais au bout. Même si on n'a pas envie. Après, c'est là que vient la discipline. C'est-à-dire que c'est comme ça et pas autrement. Il faut se discipliner dans le travail. Et après, c'est persévérance. Parce qu'à un moment donné, tu vas échouer, tu vas te casser la gueule. Au premier degré comme au second degré. Et c'est là qu'il faudra continuer quand même. Donc, détermination, discipline, persévérance. Sans ça, pour moi, tu ne peux pas avoir de succès. Et pour moi, c'est applicable à tout les choses de la vie. Que tu fasses de la guitare, du cheval, n'importe quoi qu'on fasse en fait. Tous les cours de métier du monde, si tu veux vraiment progresser, il faut passer par ça. Et il ne faut surtout pas attendre que ça tombe tout cuit. Parce que ça ne tombe jamais tout cuit. Il faut créer sa chance, hein, comme on dit. Et ça ne tombe jamais tout cuit. Et alors là, tu as parlé de ton questionnement. Est-ce que tu peux nous parler de tes rêves pour la suite ? Est-ce que tu as des grands rêves ? Parce que tu as accompli tellement plein moi, de je suis un vrai gamin. Moi, j'ai toujours. Alors là, moi, j'ai des rêves, j'ai toujours pas fini. C'est à la fois des rêves basiques et à la fois des rêves qui peuvent paraître compliqués. C'est-à-dire que. Attends, mais tu mets une échelle de valeur sur les rêves ? Il y a des rêves basiques ? C'est quoi les rêves parce basiques ? qu'il y en a qui vont. Moi, j'ai des rêves basiques dans le sens qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une vie. Moi, par exemple, je veux pas mourir sans avoir vu les baleines. Oui, ok, d'accord. Mais non, mais c'est un très beau rêve. Voilà, il n'est pas basique, Ludo. Il n'est pas basique, non, mais je veux dire, c'est quelque chose. On peut te dire, moi, j'aimerais. Je sais pas, moi. Aller sur Mars. Voilà. Ça ne me parle pas du tout, tu vois. Non. Par contre, oui, je veux voir les baleines, que j'ai toujours pas vues.
je veux finir ma boucle Mustang, c'est-à-dire qu'on devait le faire cette année, mais avec l'achat de la maison et tout ça, on n'a pas eu le temps, on a été obligé de reporter ce projet. Mais je veux aller là où Shadow et Shaman sont nés. Ouais. Et tu là sais où où ce troupeau... Tu as un petit peu leur histoire oui, j'ai toute leur histoire, donc je sais exactement où ils ont été pris, je sais exactement où ils sont. Ouais. Donc je veux partir 3 semaines aux États-Unis là-bas, filmer ça, documenter. Et ça, c'est vraiment... Là, j'aurais bouclé ma boucle Mustang. J'avais déjà rencontré des Mustangs lors d'un voyage aux États-Unis, totalement par hasard. J'étais tombé dessus en marchant, on est tombé sur des chevaux sauvages, c'était pas prévu. Mais j'étais pas encore dans ce truc-là. Et là, je veux vraiment boucler cette histoire de Mustang. Donc, il faut que je fasse ça. Donc ça sera, je pense, l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment le prochain rêve à réaliser. Plus tard, ce sera les baleines, parce qu'à chaque fois que je suis allé à d'endroits où on pouvait les voir, elles n'étaient pas là. C'était pas le moment. Okay. Voilà, c'était pas le moment. Mais voilà, c'est des rêves. Voilà, c'est entre guillemets 2 petits rêves. Tu vois, si je fais ça, je m'estime que j'ai eu la chance de travailler des Mustangs, j'ai eu la chance de réussir dans le cheval. J'ai ma famille qui est à part cet accident de vie au début de ma famille qui va bien, je veux dire, j'ai pas je suis moi je suis reconnaissant à la vie, hein. On voit le soleil se lever, il y a des belles nuits de pleine lune, on est dans la forêt, j'ai pas de voilà, dans les vrais rêves à faire, à réaliser, c'est ça. C'est aller voir les baleines, que j'aurais bien voir pour de vrai quand même maintenant. Retourner, si, alors après il y a d'autres rêves, mais je l'ai déjà fait en partie, mais je veux absolument y retourner. Moi, je suis un amoureux du Yellowstone. Ok. Donc voilà, alors mais le Yellowstone, pas le long de la route avec les bus à japonais. Non, le Yellowstone où tu vas poster ta voiture, tu fais ta carte et tu vas marcher 5 heures, tu t'éloignes de tout avec le risque de croiser des ours, ou la chance de croiser des ours. Ça dépend comment tu le vois. Et voilà, mais moi je suis toujours été voilà, c'est toujours en quête de cette histoire de connexion à la nature. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le truc, la colonne vertébrale de ton histoire en fait. Ouais, et c'est pour ça que je suis avec les chevaux. C'est ce rapport-là de lien à la nature avec un animal qui est authentique, avec voilà, c'est cette recherche-là en fait que j'ai tout le temps en moi et la proximité avec les animaux parce que j'ai toujours été, c'est vrai, plus proche. J'ai beaucoup plus de patience avec les animaux qu'avec les humains. Alors, les chevaux m'ont énormément appris à être patient avec les humains. Ça m'a énormément servi dans mon autre métier, où je manage beaucoup de monde, avec des gens, des profils quand même très compliqués. Mais j'ai toujours préféré la compagnie des animaux. C'est pas bien de dire ça, mais j'ai toujours préféré la compagnie des animaux à celle des humains, alors que je suis quelqu'un de très sociable. Oui. Je suis quelqu'un de toujours là, attends, bonne humeur. On se connaît pas, on parle pendant 3 heures, c'est incroyable. Mais le calme que je ressens quand je suis le soir, tu vois. Avant-hier, j'ai dit à Eva, j'ai vécu un super moment. Ouais. Je suis allé m'asseoir sur une marche qui a dehors, un obstacle de montée de train qu'on a construit. Je suis allé m'asseoir tout seul pour juste me poser 2 secondes après une grosse journée de travail. 5 minutes après, j'avais tous les chevaux autour de moi. Tu vois, tête posée, ils sont venus se centrer autour de moi. Et ça fait 2 fois que ça m'arrive. Tu vois, c'est pas beaucoup en un an, là, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Ouais. Et là, tu te dis, voilà, qu'est-ce que tu veux demander de plus Quant à ça, enfin, moi, à mon niveau, j'ai pas besoin d'avoir des millions, parce que qui dit avoir des millions dit beaucoup travailler, dit se tuer au travail. Tu vois, toujours ce truc-là de mettre dans la balance, qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu pervertis pour gagner de l'argent. Tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me positionner, même au niveau tarif, au niveau tout ce business qu'il y a autour du cheval, autour des formations, tout ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me positionner, sachant que je voulais pas non plus ne pas enlever de la valeur à ce que je faisais. Donc, j'ai toujours voulu, attention, quand même donner une valeur à ce que je faisais, parce que si ça n'a pas de valeur, dans ce cas-là, autant que j'arrête. Mais toujours cette idée de trouver le juste milieu, tout en perdant pas de vue d'où je viens. Moi, je viens d'un milieu très, très modeste. Donc, voilà, moi, je trouve souvent qu'il y a des choses qui se vendent à des prix exorbitants pour être avec les chevaux, quoi. Et je me dis, mais qui peut se payer ça ? Il y a des gens qui ne peuvent pas se payer. Du coup, on sélectionne les gens, non pas par la compétence ou l'amour des chevaux, on les sélectionne par leur portefeuille. Et là, pour moi, il y a déjà une erreur de fait. Et souvent, les erreurs, elles sont comme ça. Comme je te disais tout à l'heure, quand tu rentres dans le rond de peine sans laisser tes problèmes d'humain à l'entrée, tu es déjà aussi dans une erreur. C'est des petites erreurs, mais c'est des petites erreurs, mais des grosses conséquences, en fait. Et moi, j'ai toujours veillé à essayer d'avoir des tarifs qui soient relativement accessibles, que ce soit mes stages ou mes formations. Et c'est toujours pareil de trouver cet équilibre. L'idée, c'est que
moi, ce qui me fait plaisir, c'est que depuis 15 ans que je fais ça, j'ai pas la même problématique que beaucoup de mes confrères. Ok. Enfin, confrères ou, je veux dire, collègues, on va dire, de travail. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des groupes qui sont les mêmes depuis de nombreuses années. D'accord. Donc, ça, c'est un luxe. C'est-à-dire qu'on peut avancer ensemble, on se connaît. C'est pour ça que les stages fonctionnent bien, parce qu'il y a quand même une amitié qui se crée. C'est très, je n'ai pas envie de dire familial, mais il y a une proximité. Il y a une connexion, en fait. Une connexion qui fait que moi, j'ai des groupes avec qui on se suit depuis des années et des années. Et j'ai vraiment cette chance-là. Alors, régulièrement, je prends des nouveaux groupes, mais l'idée, c'est de toucher les gens et de les aider, et de manière à ce qu'il y ait de moins en moins de chevaux en difficulté. Le vrai chemin, c'est ça, c'est pas de se faire du business. Le vrai chemin, c'est pas d'être milliardaire ou de venir de faire du profit. C'est pas, si on pense comme ça, en termes d'entreprise, on va réussir sur l'entreprise, mais en termes d'humain, on va se perdre. Et donc, arriver à jongler avec tout, ouais. Il faut arriver à jongler avec tout. Donc, tout dépend à qui je vais dire ça. Il y en a qui vont dire non, business is business. Tout ce que tu fais, il faut que ça rentre bankable et il faut que ça soit... mais en faisant ça, tu te trompes aussi de message. Donc, il faut arriver à trouver cet équilibre juste entre ce que tu vends, ce que tu gagnes, comment tu aides la communauté, en fait, autour des chevaux. Et de la même manière, je n'ai pas non plus le même problème que certaines personnes. Moi, quand j'arrive en stage, j'ai rarement des chevaux à problème, en fait. Les gens que j'ai sont déjà mais depuis des années, sont des gens qui, voilà, on ne commence pas le stage à régler des problèmes. Il y a des petits soucis, des chevaux qui ne s'arrêtent pas, qui ne reculent pas, un peu envahissants, mais rien de méchant. Je sais qu'il y a des stages avec des gens très bien, que je respecte et tout, où la première journée de stage, les chevaux sont quillés comme des i, cabrés, inconnectables, tout le temps sur leur environnement. Mais moi, je le dis toi, heureusement que moi, mes stages, ils ne commencent pas comme ça. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. En fait. Moi, je suis content quand les gens arrivent avec pas trop de problèmes sur leurs chevaux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait trop de mauvais travail tout seuls. Donc, on va venir enrichir des choses, on va venir faire progresser des choses. Mais moi, je ne veux pas m'identifier comme le dompteur de l'animal sauvage qui va, en 3 quarts d'heure, te régler un problème sur ton cheval. Je ne veux surtout pas. Et c'est pour ça, comme je disais... Mais c'est foutu, Ludo. Tu es maintenant identifié avec les Mustangs sauvages. Ouais, mais je triche. Je prends 3-4 mois pour le faire, donc je triche. Tout à fait. Mais c'est pour ça que tu ne me verras pas ni avec le chapeau de cow-boy, avec les chapes de western, comme tu ne me verras pas non plus avec une culotte d'équitation, avec les petites bottes d'équitation. De temps en temps, je les mets, ça peut m'arriver. Le chapeau, s'il fait très soleil, très chaud ou qu'il pleut, je le mettrai. Si j'ai un cheval compliqué, je mettrai certainement une culotte d'équitation, parce que tu peux dire ce que tu veux, tu tiens mieux en selle avec une culotte d'équitation. Mais oui, c'est un velcro. Voilà, donc c'est mieux. Et si tu pars sur un long trip, tu seras peut-être plus confortable. Mais j'ai pas de... comme souvent, je vais travailler un peu comme je suis là. Juste en jeans, avec une paire de chaussures de sécurité ou une paire de bottes. Mais j'ai du mal à me positionner en fait dans tout le microcosme équestre. Je suis ni un cavet de CSO, ni un cavet de dressage. Je suis pas non plus un mec qui fait du cutting, du reining. Je suis pas non plus dans la mouvance chemise en coton ouverte avec développement personnel dans le mauvais sens du terme, tu vois, dans le genre un peu gourou machin. Je joue pas du. Enfin, j'ai toujours un peu de mal à me positionner, à savoir. Mais en fait, tu n'as pas besoin. Ouais, mais c'est ce que je me dis au final. Il n'y a pas besoin de se positionner. En fait, c'est juste être toi, c'est ton positionnement. C'est exactement ça. Et c'est comme chez Flunch, on vient comme on est. Et ça marche très bien comme ça. Mais c'est vrai que quand je te dis, voilà, des fois, on me voit un peu comme un ovni parce qu'en fait. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est très bien. En plus, moi, je crois aux extraterrestres, alors ça va bien. Et alors, Ludo, je vais te poser la dernière question signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui écoutent ce podcast pour qu'à leur tour, ils vivent leur version de leur meilleure vie? S'il y a un conseil que tu dois donner, c'est quoi? Alors, le conseil, c'est de toujours, en fait, sur son cœur ou sur son intuition. Il faut prendre des risques. Il n'y a pas d'excitation dans la médiocrité. Il faut se fixer des objectifs élevés. Parce que on ne progresse pas avec des mini-objectifs. Donc, on ne progresse pas. Techniquement, si, on construit des objectifs. Mais il faut avoir une vision à long terme qui soit sur un gros objectif. Parce qu'il n'y a pas d'excitation dans la médiocrité. Il y a de l'excitation quand on se dépasse, quand on va chercher quelque chose de difficilement atteignable. Et pour arriver à ça, je pense, j'en suis convaincu aujourd'hui,
qu'il faut sortir des voies tracées. Il faut, moi je dis aux gens aujourd'hui, mais si vous pouvez partir apprendre à l'étranger, partez à l'étranger. Allez, si tu peux voyager quand tu es jeune avant d'être marié avec une maison, va, voyage. Attends avant de te fixer. Va voir le monde. Inspire-toi de plein de choses. Essaye des trucs. Plante-toi. Parce que plus on va se planter, plus on va apprendre. Hein. C'est le dicton qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça, c'est important aussi d'avoir ce genre de programme en tête. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est super important. Et après, voilà. Et par contre, quand on veut quelque chose, il faut se défoncer pour l'avoir. Mais quand je dis se défoncer, c'est pas à demi-mesure. Je pèse mes mots. Si on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Et il faut laisser personne te dire que tu n'y arriveras pas. Au contraire, moi, c'est un carburant. Plus tu vas me dire que tu n'y arriveras pas, plus je vais y aller. Parce que je suis têtu, je suis tenace, et c'est comme ça qu'on va chercher les choses. Et je pense que c'est ce programme-là qu'il faut avoir en tête pour réussir. Et surtout, pas essayer de faire comme le copain, le voisin. Il a fait comme ça, je vais faire comme ça. Chacun a son chemin, chacun a sa voie. Et je pense, avec l'expérience, quand je regarde un peu ce qui se passe autour de moi, qu'en fait, il faut prendre les chemins de traverse. Il faut rester sur les chemins de traverse parce que c'est là que le chemin est le plus beau et c'est là que souvent l'objectif est plus beau aussi. Voilà, c'est un petit peu le côté le moment philo du truc. Merci Ludo, c'était vraiment avec plaisir. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.